Souvent, quand vous êtes un auteur, que vous écrivez des livres et que vous cherchez à les publier, ce dont vous avez envie, c'est de trouver un public qui saura apprécier vos histoires. Quelque part, la reconnaissance, c'est quelque chose que recherchent bien des artistes. Pourtant, il arrive que cette reconnaissance devienne parfois excessive, au point que certains auteurs, certains créatifs s'avèrent consternés de l'engouement qu'ils suscitent. Et justement, à ce titre, J.R.R. Tolkien, l'auteur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, est un bon exemple, puisque dans une lettre adressée à un de ses collègues à la fin des années 60, il qualifiait l'enthousiasme de certains de ses fans pour son travail de culte déplorable, et quand un journaliste lui a un jour demandé ce qu'il pensait du succès du Seigneur des Anneaux auprès des étudiants américains, Tolkien a répondu « L'art les émeut, ils ne savent pas comment et l'ivresse les prend, beaucoup de jeunes américains ont avec ces histoires un rapport qui m'est étranger. » Bref, Tolkien était mal à l'aise à l'idée d'être considéré comme une idole, une star, et surtout certains de ses lecteurs, de ses fans carrément, s'appropriaient parfois ces histoires d'une façon qui le consternait. Néanmoins, avant de vous en dire plus sur ces fans qui soit mettaient un peu Tolkien mal à l'aise, soit le dérangeaient ouvertement, il faut que je recontextualise un petit peu la façon dont Tolkien, en tant qu'auteur de livres de fantasy, s'est fait connaître. En fait, aujourd'hui, on présente toujours Tolkien comme un écrivain, et plus précisément comme l'auteur du Seigneur des Anneaux, qui est en quelque sorte l'œuvre de sa vie, et c'est effectivement le cas. Mais quand on s'intéresse à la façon dont il a vécu, ce qu'il faut rappeler, c'est que s'il a effectivement eu du succès de son vivant, ce succès a été très tardif. La première fois qu'il publie un livre grand public, c'est en 1937, alors qu'il a déjà 45 ans, avec Le Hobbit, un roman de littérature jeunesse qui reçoit un succès à la fois critique et commercial, et qui publie presque par hasard suite aux sollicitations d'une connaissance d'une de ses connaissances, qui travaille dans une maison d'édition et qui tombe sur une version inachevée du livre qu'elle adore, raison pour laquelle elle demande à Tolkien de le terminer en vue d'une publication. Comme je l'ai dit, Le Hobbit va tout de suite trouver son public, donc l'éditeur de Tolkien, Allen et Unwin, lui fait comprendre que ce serait bien qu'il publie d'autres choses. Et comme ça fait des années et des années que Tolkien écrit dans son coin ou pour des amis, il fournit plusieurs manuscrits à son éditeur, dans lesquels il y a d'autres histoires pour enfants et des textes un peu disparates qui préfigurent déjà ce que sera le Silmarillion, un livre posthume dans lequel Tolkien étend toute la mythologie du Seigneur des Anneaux. Cependant, son éditeur lui fait comprendre que tous ces écrits sont bien sympathiques, mais qu'ils ont tous un problème, c'est que dedans, il n'y a pas d'histoire avec des hobbits, alors que, selon l'éditeur, c'est ça que veulent lire les gens. Du coup, Tolkien est encouragé à écrire une suite au Hobbit, et c'est un projet qui va prendre très à cœur, puisqu'il va y consacrer plus d'une douzaine d'années de sa vie. Sans suspense, je vous l'annonce, c'est le Seigneur des Anneaux qui va écrire une histoire qui, disons-le, va avoir un ton beaucoup plus adulte et plus sombre que le Hobbit, et sur lequel il commence donc à travailler dès décembre 1937. Il termine une première version de la saga en 1949, donc 12 ans plus tard. Clairement, il a pris son temps pour écrire l'histoire qu'il voulait, mais il va falloir patienter encore plusieurs années pour qu'il soit publié. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, on peut dire que Tolkien a un côté perfectionniste, donc il va encore prendre du temps pour effectuer des corrections, gommer des incohérences, ou même s'occuper de rédiger des appendices et des annexes, mais aussi la publication va être retardée du fait de ses hésitations sur le choix de l'éditeur. À la base, il devait publier le livre chez Allen et Unwin, l'éditeur du Hobbit, mais pour une raison que j'ai pas totalement saisie, je crois que c'est une question d'affinité humaine, il envisage un temps d'aller chez Collins. Malheureusement, chez Collins, on lui demande de couper des passages importants du livre, parce qu'il est très long, que le papier coûte cher, et donc qui constitue un gros risque financier, ce que Tolkien refuse, donc finalement, il fera éditer le Seigneur des Anneaux chez Allen et Unwin, même si il lui pose deux conditions qu'il se résoudra à accepter. La première, c'est de diviser le Seigneur des Anneaux en 3 tomes, et la seconde, c'est de nommer le 3e tome Le Retour du Roi au lieu de La Guerre de l'Anneau, comme le voulait Tolkien. Du coup, entre la fin de la rédaction et la publication du premier tome, il s'écoule 6 ans, et donc le premier tome du Seigneur des Anneaux, La Fraternité de l'Anneau, paraît en juillet 1954, et ses deux suites, Les Deux Tours et Le Retour du Roi, sortent respectivement en novembre 1954 et en octobre 1955. Et ce que je veux souligner ici, pour que vous compreniez un peu mieux ce qui va suivre, c'est que lorsque Tolkien publie son œuvre phare, il a déjà 62 ans et il est à l'aube de prendre sa retraite, puisque toute sa vie, en fait, il a travaillé comme professeur de littérature à l'université d'Oxford, en Angleterre. Pour l'anecdote, dans le cadre de ses travaux universitaires, il a aussi publié quelques ouvrages, dont un essai en 1947 qui s'intitule Du conte de fées, et dans lequel il parle, comme son nom l'indique, de contes de fées, mais aussi de monde imaginaire, ce qui lui permet de théoriser les grands principes qu'il développe dans Le Seigneur des Anneaux. Pour que vous compreniez aussi à quel point Tolkien s'est émotionnellement investi dans cette aventure qu'est l'écriture du Seigneur des Anneaux, juste avant la publication, il écrit à un ami « J'ai très peur de la parution car je ne pourrai pas ignorer ce qu'on dira, j'ai exposé mon cœur pour qu'on le fusille ». Bref, ces précisions étant faites, vous comprenez maintenant que 1. Le Seigneur des Anneaux représente des années de travail et d'investissement pour Tolkien. Il écrivait d'ailleurs le soir ou la nuit après son travail à l'université, pendant ce qu'il appelait son temps volé. 2. Tolkien n'a jamais vraiment couru derrière les éloges, la reconnaissance ou l'argent, puisque s'il l'avait vraiment voulu après le Hobbit, il aurait pu publier des histoires moins ambitieuses
ambitieuse mais beaucoup plus lucrative, donc il privilégiait sa vision et ses envies créatives avant tout. Et 3, il avait quand même très peur de l'accueil qui serait réservé au Seigneur des Anneaux, ce qui peut se comprendre quand on a passé autant de temps sur un ouvrage et surtout qu'on y a mis toutes ses tripes. Il disait d'ailleurs qu'il avait écrit le Seigneur des Anneaux avec son sang, formule on ne peut plus claire pour décrire son engagement. Et c'est vrai que pour sa trilogie, il faut l'admettre, il s'est vraiment cassé la tête, il s'est pas contenté d'écrire une histoire avec plein de personnages, il a aussi inventé tout un univers avec des peuples qui ont chacun une histoire au sens vraiment historique, qui parlent des langues qu'il a inventées, etc. Alors ça peut paraître presque commun aujourd'hui pour des livres de fantasy, mais à l'époque, même si c'est pas forcément le premier à produire ce type de littérature, ça reste quand même innovant. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une masse de travail qui est juste colossale derrière le Seigneur des Anneaux et que la saga représentait un enjeu important pour lui. Heureusement, à sa sortie, le roman va être plutôt bien accueilli. En 1954, une des toutes premières critiques dit déjà du premier tome: ce livre est comme un éclair dans un ciel ensoleillé, il est aussi radicalement différent, aussi imprévisible à notre époque que les chants d'innocence de William Blake l'étaient à la leur. Mais dans l'histoire du roman lui-même, une histoire qui remonte à l'Odyssée et au-delà, il ne s'agit pas d'un retour, mais d'une avancée ou d'une révolution, la conquête d'un nouveau territoire. Bon, la critique est ultra élogieuse et assez visionnaire aussi sur la conquête d'un nouveau territoire, puisque Tolkien a effectivement beaucoup contribué à diffuser le genre de la fantasy du fait de son succès, mais ce que je me dois de vous avouer quand même, c'est que cette critique est surtout écrite par C.S. Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, qui n'est nul autre qu'un très bon ami de Tolkien. Néanmoins, quoi qu'il en soit, même s'il y a aussi des critiques plus réservées lors de sa parution, le roman et même la trilogie fonctionnent bien. Le Seigneur des Anneaux ne devient pas immédiatement un best-seller, mais il se vend correctement et surtout les ventes augmentent petit à petit au fil des années. Et chose assez curieuse de prime abord, le livre va devenir un énorme phénomène dans les campus américains au milieu des années 60, soit une dizaine d'années après sa publication. En fait, en 1965, il y a un éditeur qui s'appelle Ace Books qui publie une version pirate du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire non autorisée et pour laquelle Tolkien ne touche pas un centime, et le livre se vend très vite comme des petits pains et surtout les étudiants s'emparent complètement de l'œuvre. Par exemple, certains se baladent avec des badges Frodo est vivant, Gandalf président ou Venez sur la Terre du Milieu, il y en a qui organisent des pique-niques déguisés en hobbit. Bref, le Seigneur des Anneaux, c'est pas juste un livre que les gens lisent, referment et oublient. Au contraire, ça devient vite un phénomène culturel autour duquel ses lecteurs se rassemblent. Alors, une théorie qui est donnée par Humphrey Carpenter, l'auteur d'une biographie autorisée sur Tolkien et parue en 1977, c'est de dire que ces étudiants, qui se sentent notamment concernés par l'écologie et les ravages de la société industrielle, voient tout à coup dans Le Seigneur des Anneaux un pamphlet contre la société moderne. Par exemple, Saruman, un des principaux antagonistes dans l'histoire, est présenté comme un seigneur de la magie très favorable au développement des machines, et les orques, démoniaques par essence, sont associés à la technologie et l'industrie, tandis que le mode de vie des hobbits, entièrement tourné vers la nature, est nettement valorisé. Et ça, c'est une interprétation qui colle quand même dans une certaine mesure à la vision personnelle du monde de Tolkien, qui était plutôt hostile vis-à-vis de la technologie. Pour donner un petit exemple comme ça, quand un type passait près de lui à moto en faisant du bruit, il qualifiait ce genre de personnage d'orque, du nom donc des créatures malfaisantes qu'il a créées dans Le Seigneur des Anneaux. Bref, Tolkien valorisait plutôt un mode de vie et des valeurs proches de la nature, et certains ont donc vu dans Le Seigneur des Anneaux une sorte de métaphore à tout ça. Néanmoins, ce message, c'était pas l'objectif de Tolkien lorsqu'il a écrit cette histoire, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il avait du mal à comprendre pourquoi tant d'étudiants, surtout aux États-Unis, s'intéressaient autant à son roman. D'ailleurs, c'est justement pour parler d'eux qu'il disait, comme je vous le citais en début de vidéo, beaucoup de jeunes Américains ont avec ces histoires un rapport qui m'est étranger. Il échangeait beaucoup avec ses lecteurs, il prenait beaucoup de temps pour leur répondre, et en fait, ce que traduit ce commentaire, c'est bien que Tolkien apparemment ne se reconnaissait pas dans toutes les interprétations qui étaient faites de son roman. Il faut dire qu'il a écrit Le Seigneur des Anneaux avant tout pour divertir, un peu comme le Hobbit, même s'il y aborde des thématiques plus profondes et qui lui sont chères, comme la corruption, la tentation, ou encore dans une certaine mesure la lutte du bien contre le mal. Néanmoins, même s'il admet qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux des interprétations possibles à ce niveau, il se méfiait aussi des allégories, des parallèles que certains lecteurs pouvaient trouver dans son histoire, et d'ailleurs j'ai le sentiment qu'il préférait qu'un lecteur lise Le Seigneur des Anneaux comme un simple divertissement, plutôt qu'il y trouve des allégories bizarres auxquelles il avait jamais pensé, ou qui même allaient contre ses propres idées. Un truc qu'il faut comprendre, c'est que Tolkien, en 1965, c'est un professeur d'université retraité, qui a 73 ans, donc c'est un papy, et qui a un côté, on va dire, idéologiquement plutôt conservateur. Je vais pas m'étendre en long et en large là-dessus, parce que évidemment, résumer les idées de quelqu'un
en quelques mots, c'est toujours une épreuve très périlleuse et on perd énormément en nuances. J'en suis conscient et je doute pas qu'il y aura des experts de Tolkien pour me citer des contre-exemples à ça, mais dans l'ensemble, quand même, pour faire simple, Tolkien à ce moment-là, c'était un sympathique britannique assez conservateur dans ses idées. Du coup, vous imaginez bien qu'il y avait forcément un fossé générationnel assez important entre lui et tous ses étudiants qui lisaient Le Seigneur des Anneaux, et ça fait qu'il avait du mal à se reconnaître dans, par exemple, les mouvances hippies qui adoraient son travail. Pour l'anecdote, à Londres, dans les années 60, il y a même un groupe hippie qui lance une revue nommée Gandalf's Garden, le jardin de Gandalf, pour faire la promotion de la méditation et des psychédéliques, et autant vous dire que c'était le genre de truc que Tolkien avait beaucoup de mal à comprendre. Néanmoins, ce ne sont pas les seules choses qui laissaient Tolkien assez interloqué quand il voyait comment ses fans s'appropriaient le Seigneur des Anneaux. Par exemple, un jour, un de ses fans lui a offert un gobelet ou une espèce de coupe en métal sur lequel était gravé « Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier », c'est-à-dire les mots écrits sur l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, pour des fans qui sont enthousiasmés par l'histoire et l'univers, ça peut paraître cool de faire ça, mais pour Tolkien c'était ultra bizarre parce que pour lui l'anneau incarne vraiment l'image de la tentation, de la corruption, et c'était pas quelque chose qu'il prenait à la légère. Pour lui c'était un symbole sérieux. Donc il raconte qu'il a jamais pu boire dans cette coupe et qu'il s'en servait juste pour mettre son tabac. Et à vrai dire ça se comprend totalement parce qu'il écrit une histoire où il fait de l'anneau un objet de tentation, de désir, de corruption, qu'il condamne ouvertement avec l'approbation de tous les lecteurs parce que tout le monde sera d'accord pour dire que l'anneau représente des choses mauvaises dans le Seigneur des Anneaux. Et pourtant ces mêmes fans sont les premiers à créer des espèces de produits dérivés qui reprennent le symbolisme quasiment machiavélique de l'anneau. Donc autant dire qu'on est pas mal en termes de dissonance cognitive et qu'à la place de Tolkien, on peut légitimement se demander si le discours qu'il place dans ses livres est bien passé. Bon, après tout ça, ça reste l'expression de ses fans les plus gentils, on va dire, de ceux qui lui envoyaient des cadeaux, parce que oui, si besoin est de le préciser, il y en a beaucoup qui lui envoyaient des cadeaux. Et d'ailleurs, pour que vous réalisiez aussi à quel point le Seigneur des Anneaux, au fil des ans, avait gagné en popularité, dans les années 60, il s'était déjà vendu environ 3 millions d'exemplaires de la trilogie à travers le monde. J'ai vu qu'en 2018, on en était à 150 millions d'exemplaires, et c'est normal que ça ait autant augmenté parce que depuis du temps a passé, et surtout les films de Peter Jackson ont encore plus boosté les ventes. Mais tout ça pour dire que du vivant de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, au bout de quelques années, est bien devenu un best-seller et un énorme phénomène de société. Du coup, phénomène de société oblige, Tolkien est devenu une star, et quand son adresse personnelle a fuité et que ses fans se sont rendus compte que son numéro était dans l'annuaire, il a commencé à se faire assaillir de toutes parts. Parfois, il avait des fans américains qui pouvaient lui téléphoner en plein milieu de la nuit sans prendre en compte le décalage horaire, tandis que d'autres se présentaient à son domicile pour lui faire signer des livres ou même apparemment pour lui demander de l'argent, sans parler de ceux qui le photographiaient chez lui par la fenêtre à son insu ou qui s'avéraient menaçants à son égard. Tout ça, encore une fois, ce sont des choses qui sont racontées dans sa biographie. En tout cas, vous le comprenez, Tolkien est devenu en quelque sorte à la fin de sa vie une superstar avec toutes les dérives que ça comporte et qu'on connaît aujourd'hui, alors qu'il faisait rien de spécial pour entretenir un culte autour de sa personne. Il donnait d'ailleurs très peu d'interviews et il s'affichait assez peu médiatiquement. Néanmoins, ça n'empêchait pas ses plus grands fans de l'admirer et de le porter au nu. En témoignent encore par exemple les étudiants de l'université de Warwick qui rebaptisèrent une route qui contournait leur campus en Tolkien Road, ou mieux encore la formation de la Tolkien Society à Londres qui très vite va trouver des tonnes d'antennes aux États-Unis et qui se réunit d'abord de façon informelle pour discuter de Tolkien et de ses œuvres avant de s'organiser plus sérieusement pour promouvoir et protéger son travail. Pour l'anecdote, en 1972, Tolkien sera même invité à rejoindre la Tolkien Society, mais évidemment, étant donné son caractère, il était déjà en partie gêné qu'une telle organisation existe, donc autant dire qu'en faire partie, ça aurait été faire preuve d'un ego trip qui dépassait totalement ses capacités. Du coup, il acceptera simplement et essentiellement par politesse le titre honorifique de président d'honneur de la société, mais il s'investira jamais dedans, même s'il se tiendra toujours à disposition de ses membres pour répondre à leurs questions, comme il le faisait avec tous les lecteurs qui lui écrivaient. Ce que je trouve intéressant de noter aussi, c'est que même si Tolkien était gêné par certains de ses fans, qu'il avait du mal à comprendre et qu'il qualifiait l'engouement qu'il suscitait de culte déplorable, comme s'il estimait qu'il ne méritait pas tout ça, il entretenait quand même d'excellentes relations avec son public, et il y a un épisode dans lequel ça va lui être très utile, c'est justement lorsqu'en 1965 circulaient des éditions pirates du Seigneur des Anneaux aux États-Unis. En fait, si ces éditions pirates circulaient, c'est parce que la vraie édition autorisée, celle avec laquelle Tolkien touchait vraiment ses droits, mettait trop de temps à paraître parce que Tolkien tardait à faire les corrections nécessaires pour sa republication aux États-Unis. Et lorsqu'elle a été publiée, l'édition autorisée était plus chère que l'édition pirate. Plus, la couverture c'était n'importe quoi, elle avait aucun rapport avec le livre parce que l'illustrateur avait pas lu l'histoire, donc il y avait un arbre de Noël dessus. Enfin bref, c'était une catastrophe. Quoi qu'il en soit, l'éditeur avait beau écrire sur la couverture qu'il s'agissait de l'édition autorisée, les gens continuaient d'acheter l'édition pirate. Donc ce que Tolkien a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il répondait à un courrier d'un lecteur américain, il demandait à son lecteur de faire attention aux éditions pirates et de recommander son édition à lui.
lui. Et apparemment, de fil en aiguille, très vite, les étudiants américains ont commencé à s'insurger contre l'édition pirate, à faire pression sur les libraires pour que les exemplaires frauduleux soient retirés des rayons, et ça a marché, ce qui a permis à l'édition autorisée de finalement s'imposer. En plus, certaines personnes ont même fait pression sur Ace Books, la maison qui publiait l'édition pirate, pour qu'ils s'engagent à faire deux choses. D'abord, à ne pas republier l'édition pirate, et ensuite à verser les droits d'auteur qui revenaient à Tolkien sur tous les exemplaires vendus, ce que la maison d'édition a accepté, et ils en avaient vendu à peu près 100 000, ce qui était pas rien. Aussi, au passage, tout ça, toute cette affaire entre l'édition pirate, l'édition autorisée, etc., ça a fait de la publicité pour Tolkien et le Seigneur des Anneaux aux États-Unis, et très vite, en partie, un petit peu grâce à ça, l'édition autorisée a atteint le 1 million de ventes. Donc, comme quoi, avoir des fans engagés et qui vous soutiennent, ça peut être utile pour un auteur. D'ailleurs, si besoin est de le préciser, même si Tolkien, qui était de nature modeste, critiquait le fait qu'il était l'objet d'un culte de la part de bien de ses lecteurs, il les condamnait pas non plus, et il admet d'ailleurs dans une lettre adressée à un fan qu'il n'était pas totalement insensible aux sirènes du succès. Être de son vivant l'objet d'un culte n'a rien d'agréable, je le crains, mais je ne trouve pas que cela vous fasse vous gonfler d'orgueil, et dans mon cas, de toute façon, cela me fait sentir extrêmement petit et inadéquat, mais même le nez d'une minuscule idole ne peut rester insensible au doux parfum de l'encens. Bref, dans le fond, Tolkien était aussi sincèrement touché de l'attention que lui portaient tous ses lecteurs. Quoi qu'il en soit, si j'ai fait cette vidéo, c'est surtout parce que en découvrant que Tolkien était en décalage avec certains de ses fans, ça m'a rappelé un phénomène qui est inhérent à la création littéraire et même à la création tout court. C'est le fait que quand vous avez du succès, vous êtes en quelque sorte dépossédé de votre travail. Les gens se l'approprient et se l'approprient parfois d'une façon qui échappe complètement à l'auteur, et il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire contre ça. Comme disait Pascal, ce n'est pas dans Montaigne mais dans moi que je trouve tout ce que j'y vois. La première fois que j'ai lu cette phrase que je trouve absolument géniale, ça m'a révélé un truc, c'est à quel point en lisant un livre, chaque lecteur est capable de faire sa propre expérience, sa propre interprétation. Alors après, à mon sens, c'est pas une mauvaise chose en tant que lecteur de s'approprier très personnellement des œuvres qu'on apprécie ou même qu'on déteste. En vérité, c'est un truc qu'on fait tous, moi le premier, et quelque part, c'est peut-être justement ce qui rend certains livres aussi fascinants. Le fait qu'on n'en arrive jamais à bout et que chaque génération, chaque individu même puisse y trouver une substance nouvelle dont l'auteur n'avait même pas conscience. Ce que je dis, c'est juste d'insuffler un peu de réflexion, un peu de pensée dans les réactions émotionnelles qui nous traversent lorsque nous sommes touchés par une œuvre, parce que ce que nous trouvons parfois dans une histoire, c'est pas du tout ce que l'auteur y a mis. Ça veut pas dire que notre interprétation de son travail est forcément erronée, mais juste que ça reste bien notre interprétation. Et notre interprétation, c'est là où je voulais en venir, c'est pas forcément la vérité, c'est avant tout un point de vue. Sur ce, bon, je pourrais continuer encore longuement sur tous ces sujets sur lesquels je suis loin d'avoir tout dit et qu'on pourrait encore approfondir sous bien des angles, j'en suis conscient, mais on va dire que j'en ai déjà assez dit pour aujourd'hui, donc je vais m'arrêter ici. Néanmoins, pour ceux qui en veulent toujours plus, vous pouvez toujours aller voir mes autres vidéos, dont une doit s'afficher quelque part autour de moi en ce moment même. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à la liker, à vous abonner, à activer la cloche pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.